vais vous présenter ce programme que nous avons mis en place avec Denis Péchanski et puis ensuite avec beaucoup d'autres personnes dans les suites des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Donc, je vais vous présenter l'ensemble du programme. Je vous donnerai quelques tout petits résultats préliminaires parce que nous sommes encore à une phase nous finissons de recueillir les données sur un temps donné de l'étude et nous n'avons pas encore de résultats, mais je pense que c'est intéressant dans le cadre de votre programme d'aujourd'hui de voir comment ces études se sont mises en place et ce qu'elles permettent nous l'espérons, de comprendre. Alors, premièrement, quand on se lance dans une telle aventure, il faut un cadre. Il faut un cadre, il faut une réflexion théorique, il faut des méthodologies, il faut beaucoup discuter entre collègues d'horizons différents, comme aujourd'hui, des médecins, des neuroscientifiques, des psychopathologues, des psychiatres, des sociologues, des historiens, etc., etc. Et une des difficultés, c'est d'arriver à disons, un lexique commun. Ça, c'est vraiment très très important. Des termes qui paraissent aussi simples, a priori, que de mémoire collective, mémoire sociale, etc., demandent en fait beaucoup de réflexion, beaucoup de précision dans les définitions, avant de pouvoir travailler, avant de mettre en place des méthodologies. Alors ça, nous avons eu l'opportunité avec Denis de travailler en fait de longue date, depuis à peu près une dizaine d'années, sur d'autres sujets que 13 novembre. Ces autres sujets, c'était d'abord la Deuxième Guerre mondiale, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Denis Péchanski est un spécialiste de la question. Il est président du conseil scientifique du musée mémorial de Caen. Et moi, je travaille à Caen, je suis neuropsychologue, neuroscientifique, donc comme ça a été dit, je dirige une unité de l'INSERM qui travaille sur la mémoire et les maladies de la mémoire. En fait, je suis un spécialiste de la mémoire individuelle. Si on veut raccourcir un peu les choses, caricaturer un peu les choses, Denis est spécialiste de mémoire collective et moi je suis spécialiste de mémoire individuelle. Et on était schématiquement un petit peu chacun sur son terrain, jusqu'au moment où on s'est dit qu'il fallait absolument, pour comprendre, il fallait fusionner tout ça. Et pas en rester au stade des rencontres ou des analogies entre l'une et l'autre, mais qu'il fallait vraiment fusionner ces concepts pour comprendre. Et l'idée du programme 13 novembre, c'est vraiment cela. Donc avec tout ce passé, et je pense que Denis reviendra sur le cheminement antérieur à 13 novembre. Alors qu'est-ce que c'est que 13 novembre? C'est un programme de recherche donc transdisciplinaire, vous verrez, c'est beaucoup de disciplines qui sont convoquées, sur 12 ans, c'est-à-dire c'est un suivi sur 12 ans, 10 ans d'analyse, 10 ans de recueil de données et puis 2 ans de publication de résultats sur le longitudinal, qui vise à étudier la construction et l'évolution de la mémoire, ou des mémoires, après les attentats du 13 novembre 2015, fondés sur le recueil et l'analyse de témoignages. Donc les témoignages sont au cœur du dispositif, et pour donc comprendre l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective, l'articulation ou la non-articulation, ou les discordances, qui sont évidemment extrêmement importantes, et extrêmement importantes pour les psychiatres, parce que je n'oublie pas que l'auditoire est composé notamment de psychiatres. Et je pense que pour les psychiatres, c'est une vision extrêmement importante. Alors, la transdisciplinarité, on y reviendra, elle est considérable dans notre étude. Denis est historien, moi je suis neuropsychologue, et les personnes qui travaillent avec nous viennent vraiment d'horizons extrêmement divers, de la sociologie aux neurosciences, en passant par les big data, les sciences politiques. Donc, vous le verrez tout au long de nos exposés. Alors, le petit schéma à gauche est d'une simplicité déconcertante. En fait, il est très bien, parce qu'il est très simple, justement, et il permet vraiment de comprendre ce qu'on cherche à montrer. Le départ, c'est un événement ou des événements traumatiques, donc les événements qui se sont passés au moment du 13 novembre et les jours qui ont suivi, et l'impact de ces événements sur la mémoire individuelle et sur la mémoire collective et les interactions entre la construction de ces mémoires d'un point de vue longitudinal. Avec un certain nombre de questions plus précises, comment le souvenir traumatique évolue en mémoire individuelle et en mémoire collective, comment les grands récits
collectives donc nourrissent la mémoire individuelle, comment au contraire l'événement traumatique modifie les structures et les fonctionnements cérébraux. Est-ce qu'on peut prédire le développement d'un stress post-traumatique et la résilience via des marqueurs cérébraux? Vous voyez, des questions qui sont à la fois des questions qui sont posées par les historiens sociologues et des questions qui sont posées par les psychopathologues. Et on va fusionner tout ça. Hein. Et pour comprendre certains éléments, on a besoin des autres. Je n'énumère pas l'ensemble des questions, il y en a beaucoup d'autres en fait. Alors, comment est structuré ce programme? Ce sont 5 études différentes, 5 études, mais qui sont coordonnées les unes avec les autres. La première, c'est l'étude 1000, donc c'est 1000 entretiens filmés sur lesquels je vais un petit peu revenir. La deuxième étude, qui est une étude ancillaire de la première, c'est-à-dire qui va porter sur un certain nombre de participants de la première étude. Donc l'étude 1000, Remember, c'est en fait à peu près 200 personnes. Étude ancillaire, mais cette fois-ci, c'est une recherche biomédicale au sens strict, qui se passe à Caen, dans mon laboratoire. L'étude 1000 se passe majoritairement en région parisienne. Troisième étude, c'est une étude de santé publique, une étude épidémiologique qui est menée par Santé publique France. Quatrième étude, c'est une étude qui est menée par le CREDOC, donc c'est une étude d'opinion à grande échelle. Je vais y revenir un petit peu aussi tout à l'heure. Et puis la dernière partie, c'est une étude de type Big Data sur les médias et les réseaux sociaux qui doivent nous donner une idée de la mémoire médiatique, en quelque sorte, qui est évidemment très très importante aujourd'hui. Alors, quelques mots de l'étude 1000. L'étude 1000, l'idée, c'est de recueillir et d'analyser, bien sûr, des témoignages de 1000 personnes qui ont été touchées, alors de près ou de loin, par ces attentats de Paris, par cet attentat du 13 novembre Paris. Quand je vais parler de l'attentat, c'est toujours le même. Évidemment, il s'inscrit dans un contexte plus global, avec des attentats qui ont eu lieu avant. On pense bien sûr à ceux de janvier 2015 et puis qui ont eu lieu après. Mais le point de départ qui est choisi là, c'est 13 novembre. Avec un point, un parti pris méthodologique très important pour la suite, c'est la définition de 4 cercles. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à 4 cercles différents, des personnes qui étaient situées différemment par rapport au lieu de l'attentat. Donc ça, il faut bien que vous reteniez ça parce que ça va déterminer beaucoup de choses par la suite. Cercle 1 sont les personnes directement exposées aux attentats, les personnes qui étaient sur les lieux, Stade de France, le Bataclan évidemment, les terrasses, les personnes qui sont intervenues comme les policiers, les gendarmes, les personnels médicaux et puis les personnes endeuillées. Donc ça, c'est le cercle 1. Deuxième cercle, ce sont les habitants, les usagers des quartiers visés, mais à l'exception de ceux du cercle 1, ce sont les personnes qui habitent ces quartiers ou qui travaillent dans ces quartiers, vous voyez, qui ont une relation privilégiée avec ces quartiers. Troisièmement, on s'éloigne, ce sont les habitants des quartiers périphériques à la fois de la capitale et de la banlieue. Et puis le cercle 4, ce sont des personnes qui étaient encore plus loin, ce sont des personnes de province. Et on a choisi 3 villes, les 3 villes sont Caen, Metz et Montpellier. Deuxième diapo important pour voir comment se met en place le programme, c'est l'aspect longitudinal. Donc c'est une étude, comme je l'ai dit, sur 12 ans. Donc premier temps de l'étude pour l'étude 1000, c'est 2016. Ensuite 2 ans plus tard, donc ce sera l'an prochain, 2018. 5 ans plus tard, 2021, et 10 ans plus tard, 2026. Donc revoir ces mêmes personnes, ça c'est très important, revoir ces mêmes 1000 personnes à ces différents temps. Et les explorer de la même façon, avec les mêmes outils qui vous sont présentés ici, qui vous sont présentés succinctement. Alors, avec 2 parties, une partie qui est un entretien filmé et une partie qui est un entretien hors caméra. L'entretien filmé est constitué de 2 parties. D'abord des questions très ouvertes sur ce qui s'est passé, sur le vécu individuel de ces événements et sur l'interprétation de ces événements. Donc ce sont des questions très générales qui sont posées, qui laissent à la personne qui est interviewée le choix d'organiser son récit comme il l'entend. En fait, derrière cela,
Il y a un guide d'entretien qui est extrêmement précis, qui est un gros document, que nous avons élaboré, là aussi tous ensemble, de façon transdisciplinaire, pour que les réponses des personnes puissent être analysées par des chercheurs d'horizons différents, par des sociologues, par des psychiatres, par des neuroscientifiques, etc. Ensuite, il y a un questionnaire plus précis, de mémoire émotionnelle, plus directif, et puis ensuite, il y a des entretiens qui sont faits hors caméra. Alors, ces documents sont confidentiels, vous ne les trouverez pas sur le net, parce qu'ils seront proposés à nouveau, donc dans 2 ans, à 2 ans après le premier interview, 5 ans, 10 ans, etc. Donc là, c'est bien la construction de la mémoire de ces personnes qui va être étudiée grâce à ces outils. Cette diapo, je la commente pas davantage, elle suggère simplement que l'ensemble de ces entretiens filmés, alors filmés dans des conditions, on pourrait presque dire idéales, parce que c'est filmé soit par les équipes de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, soit par les équipes de l'ECPAD quand il fallait se déplacer en dehors des studios de l'INA. L'ECPAD, c'est le département images du ministère de la Défense, mais sous couvert de l'INA. Et toutes ces données donc sont stockées, sont archivées à l'INA et deviennent patrimoine de la nation. Donc il y a à la fois la dimension sécurité de ces données, ce sont des données sensibles, et puis cette dimension patrimoniale qui est très importante. Quand je dis que c'est très important, c'est important pour le chercheur. Hier, je tournais un MOOC à l'ENS de Lyon sur l'éthique de cette recherche. C'est une recherche qui pose des problèmes éthiques très, très particuliers. Je pense que nous avons essayé d'appréhender tout au long du programme, avant sa mise en place, vraiment lors de la réflexion, mais également lors de l'accompagnement de ce programme. Et quand je dis que c'est souvent important pour les chercheurs, mais c'est souvent important aussi pour les participants. Alors, là, ce sont quelques données que je peux vous montrer. C'est ce qu'a été les entretiens qui ont été réalisés, les volontaires qui ont été contactés. Quelques chiffres, et puis ce camembert, là, je m'y attarde un tout petit peu plus, c'est pour vous montrer le nombre de personnes du cercle 1. Rappelez-vous, le cercle 1 sont des personnes directement exposées, et ce chiffre de 355 est évidemment un chiffre considérable. Et puis ensuite, cercle 2, rappelez-vous, les personnes qui vivent dans ces quartiers, qui posent des problèmes extrêmement intéressants, parce que ce sont des personnes qui sont au quotidien confrontées à cette mémoire. Je ne dis pas que les personnes du cercle 1 ne le sont pas, mais elles le sont potentiellement différemment en fonction de leur statut. Et puis ensuite, on s'éloigne et puis on arrive aux villes de province, 282 personnes. On a commencé en fait les entretiens dans les villes de province, à Caen, pour des raisons pratiques sur lesquelles je pourrais revenir. Ça, ce sont la distribution au sein du cercle 1, qui est évidemment très, très importante entre les personnes exposées survivantes, les personnes endeuillées, sont des problématiques qui vont être différentes et qui vont être évidemment, ou les professionnels qui ont été confrontés à la situation sont évidemment des axes de recherche qui vont être très très importants et très intéressants. Voilà. Je m'arrête pour l'étude 1000 pour que j'essaie de vous donner une vision d'ensemble de l'ensemble du programme. Alors l'étude Remember, c'est l'étude qui se passe à Caen. C'est l'étude biomédicale que nous avons voulu. C'est-à-dire que Denis ne s'est pas préoccupé de l'étude 1000 et moi de l'étude Remember dans mon laboratoire. Non, ça s'est surtout pas passé comme ça. Parce que je pense que si on avait travaillé comme ça, on serait allé d'emblée vers un échec. Donc, on a conçu ce programme d'ensemble et quand on a formé les personnes qui allaient interviewer les participants à Paris, on les a formés également à l'étude Remember pour qu'ils puissent répondre à toutes les questions possibles sur ce qu'est une étude de neurosciences, de neuroimagerie. Alors, vous retrouvez le petit schéma longitudinal. Et ce qui figure dans le cartouche en bleu, c'est Remember. En fait, ce sont 3 campagnes, et non pas 4 campagnes, et 3 campagnes sur 5 ans. Nous avons décidé de faire ce programme sur 5 ans, plus le temps d'analyse, évidemment, qui sera derrière. Pour des raisons multiples sur lesquelles je pourrais revenir. Alors, la question que l'on s'est posée très vite, dès qu'on a eu
disons, les premières réponses de nos instances, hein, le CNRS d'abord, l'INSERM ensuite, sur la faisabilité potentielle d'un tel programme. Donc on souhaitait, hein, comme je viens de le dire, mettre en place une étude biomédicale, notamment en imagerie cérébrale, ça nous paraissait indispensable, sur le trouble de stress post-traumatique, orienté vers la compréhension du trouble de stress post-traumatique, et avec une étude en imagerie fonctionnelle d'activation. C'est-à-dire, ça allait être un petit peu le cœur du protocole Remember. Mais ce qui était difficile, c'était le choix du protocole. Et ça, il fallait se déterminer très vite. Alors, je vais revenir sur le choix du protocole. Mais disons que le symptôme que nous avons visé, hein, que nous essayons de comprendre, ce sont les intrusions. En considérant que ces intrusions, eh bien, elles sont en fait l'épicentre de cette symptomatologie, et puis qu'elle entraîne en fait tout le reste de la symptomatologie. Et donc, il fallait comprendre ça, à la fois chez des personnes qui avaient été exposées aux attentats, et puis chez des sujets contrôle. Donc on est arrivé à ce design de faire venir un certain nombre de personnes qui avaient été exposées, donc des personnes du cercle 1, et des sujets contrôle qui étaient des sujets de camp, qui étaient derrière leur télévision, comme beaucoup de Français. Et nous avons pu commencer, pour des raisons logistiques, par les personnes de camp, hein, par les sujets contrôle, ce qui nous a permis de tester la méthodologie, etc. Parce que tout ça, c'est passé dans une course contre le temps. C'est-à-dire qu'il fallait démarrer très vite, et il fallait démarrer avec évidemment un protocole bien construit sur le plan scientifique, et puis avec les moyens nécessaires, les autorisations réglementaires, etc. Et donc on a commencé les premiers examens au tout début de mai, vous voyez, ce qui est 6 mois après les attentats du 13 novembre, ce qui est quand même quelque chose d'assez remarquable. Donc c'est 192 personnes en tout, en gros un tiers de sujets contrôle et puis les 2 autres tiers venant du cercle 1. Bon, ça, ce sont les grands objectifs, hein, identifier le retentissement du trouble de stress post-traumatique au niveau du fonctionnement cérébral, identifier des marqueurs prédictifs de l'évolution, et avec un design, vous allez voir, qui est en fait très original dans le trouble de stress post-traumatique. Ce ne sont pas des patients avec trouble de stress post-traumatique comparés à des sujets contrôle, mais ce sont des sujets exposés comparés à des sujets contrôle, hein, vous me suivez bien, exposés comparés à des contrôles, et parmi ces personnes exposées, certains ont développé un trouble de stress post-traumatique et les autres n'ont pas développé ce trouble. Ça, c'est très important. Et on fait en sorte que ces 2 sous-groupes de personnes exposées soient appariés en termes d'exposition. Donc là, on a un design qui est extrêmement intéressant, hein, qui est quasi inédit, et avec des nombres de personnes, des nombres de participants relativement importants compte tenu du type de programme. Alors là, vous avez le résumé de comment les choses se sont passées. Bon, le A, c'est le longitudinal dont je vous ai déjà parlé. Le B, ce sont les 3 groupes que je viens juste d'évoquer là. Et puis, la partie de droite, c'est comment se passent les 2 journées à Caen. Donc, puisqu'on fait venir ces personnes à Caen, les gens de Caen, ils sont déjà à Caen, mais on fait venir les Parisiens à Caen. Donc, il y a toute une logistique extrêmement complexe qu'on a mis en place pour contacter d'abord les personnes. Il y a toute une partie des entretiens psychiatriques qui se font par téléphone pour éviter de faire venir des personnes à Caen, puis que finalement on leur dise non, vous pouvez pas rentrer dans l'étude pour telle ou telle raison, ou des fois pour une raison dérisoire d'IRM, vous voyez, d'une personne qui a une contre-indication à l'IRM, vous voyez, quelque chose qui n'a rien à voir avec son histoire médicale par ailleurs. J'insiste sur ces points-là parce que la logistique a été très très importante à organiser, je peux même dire essentielle. On a passé beaucoup de temps à ça, mais c'était essentiel. Et puis là, vous avez le design des 2 jours, donc la visite médicale d'inclusion, in fine, qui se passe à Caen, l'évaluation psychopathologique qui est assez longue et assez sophistiquée avec de nombreux questionnaires. Ensuite, une évaluation neuropsychologique, alors qui tourne autour des mécanismes de contrôle mental. Vous voyez, ça permet par la neuropsychologie de comprendre les capacités qu'ont ou non les sujets à contrôler les aspects cognitifs et émotionnels. Et en aval de ça, des tests de mémoire et des tests de cognition sociale.
Et puis la deuxième partie, la deuxième journée est consacrée essentiellement à l'IRM, donc avec toute une phase de préparation à l'IRM, je vous dirai pourquoi. L'IRM proprement dit, 1h30 d'IRM, vous voyez, ce qui est considérable. Et puis ensuite un débriefing autour de ce qui s'est passé. Ça fait à peu près un peu moins de 2 jours, ça permet en principe aux personnes de passer une nuit à Caen, et dans certains cas 2 nuits à Caen. Alors, je reviens au protocole d'activation, parce qu'on a proposé aux personnes une IRM anatomique classique, une séquence de type DTI pour mesurer les faisceaux de substances blanches, une séquence d'IRM fonctionnelle au repos, et puis il y a ce protocole d'activation qu'on a beaucoup discuté, et finalement on a choisi un protocole qui était maîtrisé par un chercheur de l'unité qui s'appelle Pierre Gagnepin, qui est chercheur INSERM, qui avait fait un postdoc à Cambridge avec le créateur d'un paradigme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le paradigme Think-No-Think. Le paradigme Think-No-Think, c'est un paradigme qui n'avait pas été jusqu'à présent appliqué aux troubles de stress post-traumatique et qui a été adapté là à ce syndrome. Alors, l'idée, vous avez bien compris, c'était de comprendre ces mécanismes des intrusions, mais sans, évidemment, présenter des images traumatiques aux personnes, aux participants. On n'allait pas faire venir les participants qui avaient vécu les terrasses, qui avaient vécu le Bataclan ou autres, et leur montrer à nouveau des scènes de ce type, quoi. Et en même temps, il fallait quand même bien traiter le sujet, quoi. C'est-à-dire essayer de comprendre cette sémiologie qui est au cœur de leur maladie. Alors, l'idée, ça a été de proposer une sorte de modèle expérimental, un modèle expérimental de ces intrusions en utilisant le paradigme Think-No-Think. Alors, Think-No-Think, c'est quoi? C'est d'abord le matériel, c'est du matériel totalement neutre. C'est par exemple une maison, bateau. Vous voyez, quand je vous dis maison, bateau, ce ne sont pas des concepts a priori traumatisants. Alors maison, le premier terme va être présenté sous la forme d'un mot, et le deuxième va être présenté sous la forme d'une image. Alors ça, c'est important de comprendre ça. Un mot, une image. Et toute la première phase, vous voyez, qui était indiquée dans ma diapo d'avant, qui dure 1h30, c'est faire en sorte que les personnes automatisent l'association entre ces mots et ces images, pour que ça devienne, vous voyez, quand on voit bateau, quand on voit le mot bateau, on voit la maison dans la tête. Au bout d'un moment, il y a l'image de la maison de façon irrépressible qui arrive dans la tête. Ça, c'est la phase d'apprentissage. On vérifie que cet apprentissage est totalement automatisé. Et ensuite, la personne rentre dans l'IRM, et à un certain moment, on lui propose le protocole en lui présentant à nouveau les mots, mais cette fois-ci écrits en vert ou écrits en rouge. Puis il y a d'autres conditions expérimentales que j'oublie là parce que ça complique. C'est uniquement des raisons expérimentales, mais qui ne sont pas importantes pour comprendre le design général. Quand le mot est écrit en vert, bateau en vert, la personne laisse venir l'intrusion, laisse venir l'image de la maison. Donc on a ce circuit de l'intrusion qui va se matérialiser dans le cerveau de la personne, qu'on va visualiser dans le cerveau de la personne. Et quand le mot est écrit en rouge, la personne doit bloquer l'image. Donc elle doit être capable de réfréner, d'inhiber, ou d'utiliser le mot que vous voulez, mais en tout cas l'image, et ça marche. Ce qui est important, c'est que c'est un paradigme qui marche. C'est à la différence de réfréner la présence d'une image, ça marche pas, mais réfréner l'association entre un mot et une image, on est capable de faire ça. Alors on est plus ou moins capable de faire ça, évidemment, si on a une pathologie. Donc voilà à quoi on est arrivé. Bon, avec une certaine prise de risque, parce que on est dans quelque chose d'un peu expérimental. Vous voyez, on n'est pas dans les vraies intrusions psychopathologiques. Et voilà les tout premiers résultats. J'ai pas de pointeur, mais sur la gauche, c'est le réseau cérébral. Donc le centre en rouge, c'est le cortex préfrontal qui contrôle différentes régions du cerveau qui sont énumérées sur l'image du milieu, notamment les régions de la mémoire, les régions des émotions, les régions de la vision, etc. Vous voyez que ce réseau, il est extrêmement structuré chez les sujets contrôle. Et puis les deux colonnes de droite, au milieu, ce sont les sujets exposés
qui n'ont pas développé de PTSD, de troubles de stress post-traumatique. Puis à droite, ce sont des gens qui ont développé un PTSD plus ou moins complet. Pour ça, je vous dis, ces résultats-là, ils sont des résultats préliminaires, sont des résultats qui ne sont pas publiés, sont des résultats qui sont encore en cours d'analyse. Mais ce qui est très important, c'est que quand on voit la structuration du réseau, qui est extrêmement forte chez les sujets qui n'ont pas développé, les sujets du milieu en quelque sorte, exposés non PTSD, et on voit ce réseau qui se distend, qui ne contrôle pas en fait les régions, notamment les régions de la mémoire, les régions de la vision, chez les patients qui ont développé un trouble de stress post-traumatique. Juste quelques mots de l'autre étude, de l'étude du CREDOC, pour lesquels on a des résultats préliminaires, puis je m'arrêterai là. Je ne vais pas vous parler de toutes les études, parce qu'on a insuffisamment de recul, et puis surtout, j'ai pas assez de temps. Alors le CREDOC, ce sont des questions qui ont été injectées dans les questions qui sont posées tous les 6 mois, cette fois-ci à un échantillon représentatif de la France métropolitaine. Donc c'est pour à certains moments 2000 personnes, à d'autres moments c'est 3000 personnes, c'est soit du face-à-face, soit en ligne. Bon, je rentre pas dans tous ces points-là, mais qui sont bien sûr très importants. C'est très important qu'on ait ce suivi de la population générale par rapport au suivi de notre population, qui est par essence biaisé. Vous avez bien compris que nos 4 cercles, c'est un choix. C'est un choix délibéré. C'est pas du tout représentatif de la population générale. Quelques résultats. Vous voyez là, je vous laisse découvrir un peu les questions. Le premier résultat qui est très fort, et d'ailleurs il y a plusieurs réponses qui vont dans ce sens-là et qui nous confortent dans le fait que 13 novembre est un événement extrêmement important et qui va certainement être un événement structurant dans la mémoire collective française. Puisque 80% de la population mentionne ces événements comme l'un des attentats terroristes majeurs depuis les années 2000. Et ça, quel que soit le groupe social, les jeunes, les vieux, les différentes classes sociales. Et puis, si on rentre un petit peu plus dans la granularité de cet événement, il y a parmi tout ce qui s'est passé pendant cette période, qui jouxte le 13 novembre, il y a un événement qui se détache déjà, qui quelque part écrase les autres, c'est le Bataclan. Donc, juste ces 2 diapos-là qui vous montrent comment on va analyser les choses pour cette vision globale de l'évolution de l'opinion française. Ça, c'est le sentiment de peur, de façon assez étonnante. En tout cas, c'est pas ce que nous aurions forcément prédit auparavant. Ce sentiment de peur qui va s'étendre non pas seulement aux personnes âgées, mais également aux personnes jeunes. Ça, je passe. Et puis, je vais m'arrêter là, juste en revenant sur l'ampleur du programme. Donc, programme qui est soutenu donc par les ESAM Université, qui est le porteur administratif, qui est porté par le CNRS et l'INSERM conjointement, financé dans le cadre notamment des investissements d'avenir, Commissariat général des investissements avec l'ANR. Mais il y a également beaucoup d'autres partenaires qui sont mentionnés ici. Je ne les cite pas tous, mais tous ont évidemment contribué au fait que l'on puisse travailler et démarrer très vite ou analyser les résultats actuellement. Ça peut prendre la forme de post-doc, de doctorants, etc. Les différents laboratoires qui sont impliqués. Aujourd'hui, c'est un panel de laboratoires qui va s'étendre pour analyser les données. Ce sont les soutiens. Voilà. Merci beaucoup.